Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Plus d'éléments. Alors vous pouvez voir, c'est un nouveau décor, enfin un nouveau décor, pas pour TVL, mais pour nous. On a décidé de se regrouper, mais toujours avec la même équipe, sauf Olivier qui, ce mois-ci, est parti passer quelques vacances au Cap d'Agde. Alors, parce que la dernière fois, je ne sais plus, vous vous avez rappelé, François, il m'avait dit que j'avais été, je ne sais plus. Alors, j'étais pas là pour le numéro sur le naturisme, notre couverture d'été. Voilà, donc il a été réenquêté sur une contre-enquête. Une contre-enquête sur le Cap d'Agde. François, bonjour. Bonjour. Pour cette rentrée, le plaisir aussi d'avoir toujours notre ami Christophe qui est avec nous et notre ami Daoud. Bonjour. Pour ce numéro extraordinaire, je pense. Alors là, je vous le montre comme ça, mais je pense qu'on va le voir à l'écran, vous le voyez. On a eu exclusivement, grâce à Daoud, un entretien choc avec Elie Barnavi. Vous voyez. Et là, Daoud, on peut dire que, sincèrement, Elie Barnavi... il est passé du côté obscur ou quoi? Parce que votre titre, c'est quand même « Nous sommes face à un risque de guerre civile ». Oui, alors, Elie Barnavi, peut-être faut-il le présenter en deux mots. Oui, présentez-le. Quelques personnes qui ignorent exactement de qui il s'agit. Alors, Elie Barnavi est principalement connu en France pour avoir été ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Mais c'est quelqu'un qui a une triple casquette au moins, puisque c'est un historien parfaitement francophone, un historien du XVIe siècle européen qui a notamment fait sa thèse sur la Sainte Ligue, qui est un grand spécialiste des guerres de religion. Et c'est aussi un diplomate par la force des choses, puisqu'il a été nommé à l'époque où Ehud Barak était Premier ministre et son ami travailliste Shlomo Ben-Ami était ministre des Affaires étrangères. Et c'est aussi un militant politique, et c'est notamment à ce titre qu'il intervient dans nos colonnes, puisqu'il représente un courant qui malheureusement est en phase de quasi-extinction, en tout cas de marginalisation en Israël, qui est la gauche sioniste, voire aujourd'hui, tant le paysage politique israélien se droitise et s'extrémise, on serait tenté de dire l'extrême gauche sioniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un de patriote, qui est pour la solution à deux États, Israël et la Palestine, qui par ailleurs soutient l'ensemble des opérations lancées par le Mossad, y compris ces derniers mois, y compris l'attaque contre l'Iran, mais qui se désespère non seulement des exactions commises à Gaza, où il parle carrément de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, en Cisjordanie aussi, où il y a un véritable nettoyage ethnique, il le dit clairement dans l'entretien, c'est-à-dire que les colons extrémistes poussent dehors les Palestiniens sur leur propre terre. En Cisjordanie, on en parle beaucoup moins à Gaza, parce que ce sont des images beaucoup moins spectaculaires, il y a moins de morts, mais c'est quotidien. Et par ailleurs, il se désespère aussi de la politique israélienne depuis des années, qui vise à empêcher toute solution, toute émergence d'un État palestinien, jusqu'à avoir toléré aux frontières d'Israël une espèce de Hamastan à Gaza, ce qui a abouti au 7 octobre. Et donc c'est un entretien très très complet qui ne parle pas que de la guerre en cours, qui parle aussi à partir de ses mémoires, qui sont les confessions d'un bon arien, de l'Israël qu'il a connu, puisqu'il est né en 1946 en Roumanie, lui il a émigré en 1960, donc à 15 ans il s'est israélisé. Il fait partie de cette première génération de sionistes qui arrivent sur place. Alors, il a un parcours assez... Oui, première après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, après la Seconde Guerre mondiale. Il arrive en 1960 dans un kibbutz, en fait. Et il parlait déjà l'hébreu. Il parlait déjà hébreu, mais alors un hébreu, dit-il, un peu rouillé, c'est-à-dire très désuet, ce qui était celui de son père, qui a été officier de l'armée rouge, celui de ses parents. Ensuite, il s'est un peu déniaisé, on va dire, dans tous les sens du terme, dans un kibbutz. Et il explique avec beaucoup d'émotion dans l'entretien que ses parents n'ont jamais pu devenir israéliens à part entière, pas simplement pour des questions d'acculturation, mais parce que on n'est pas un homme, on est un homme fait à 50 ans, après avoir traversé toutes les épreuves de la guerre, puisque sa mère a notamment perdu 2 enfants au cours de son exode en Ouzbékistan, et puis son père a traversé, y compris Stalingrad, toutes les grandes batailles de l'armée rouge. Et donc, pour moi, par exemple, peut-être la partie la plus inattendue de l'entretien, c'est lorsqu'il parle du rapport très complexe qu'entretenait Israël à la mémoire, y compris du génocide, avant le procès Eichmann. C'est quelque chose qu'on connaît mal ici, où il expliquait qu'il était presque mal vu d'être un survivant du génocide, où en fait, ça butait contre la propagande officielle qui était
l'exaltation du héros, du sabra, de l'homme fort, de l'homme nouveau, et que finalement les victimes de la Shoah étaient vues comme des pauvres hères, en fait, l'histoire juive de victimes avec laquelle il voulait rompre. Oui, parce qu'il explique bien en fait Israël, et c'est pour ça que son père a toujours eu du mal à se sentir israélien, c'est que ce sont des gens qui sont de culture européenne, et on leur demande d'abandonner leur culture européenne. C'est ça. Alors, vous savez qu'Israël est très critiqué, notamment par rapport au traitement qui a été infligé à partir des années 70 aux séfarades, mais il explique en tant qu'historien et acteur de l'histoire que finalement la première culture que Israël a rasée, c'est la culture juive européenne yiddish, qui a été largement décimée par le génocide. Et en fait, ses parents ont découvert un pays oriental assez cavalier du point de vue des manières, par rapport à la courtoisie européenne. C'est un pays assez rustre, en fait, a fortiori à l'époque, qui était beaucoup moins développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et effectivement, on ne fabrique pas un homme nouveau sans casser des œufs, si vous voulez. Vous parliez tout à l'heure qu'il était un sioniste de gauche, mais à l'époque, on ne parlait même pas de sionisme de gauche. Le sionisme était à gauche. Et là, lui, il explique qu'en quelques 20-30 ans, le sionisme a changé. Il y a un autre courant du sionisme qui est arrivé dès les années 70, quoi. En fait, alors effectivement, c'était presque un pléonasme à la fondation de l'État, puisque c'est le grand parti travailliste auquel Elie Barnavi a longtemps appartenu, qui a fondé l'État. C'était quasiment une démocratie populaire au sens littéral du terme, avec une centrale syndicale toute puissante, la SD-Route, des coopératives, des kibbutz. L'Israël des années 60 qu'il a connu est radicalement différent à tout point de vue de celui dans lequel il vit aujourd'hui, y compris du point de vue religieux. Et c'est justement l'émergence d'une espèce de mutant, on en a déjà parlé dans Éléments, un sionisme national religieux, à partir des années 70. D'ailleurs, vous le voyez très bien dans un excellent roman de Philippe Roth qui s'appelle La Contre-vie. Et d'ailleurs, les sionistes de gauche laïcs ont une responsabilité là-dedans, on en parle, puisque c'est Shimon Peres au gouvernement qui a permis les premières implantations en Cisjordanie. Et ensuite, le virus a muté, si je puis dire. Et donc, aujourd'hui, on est avec un gouvernement où, aux côtés de Netanyahou, qui est une espèce de nationaliste laïque de droite au départ, qui s'est allié avec d'anciens marginaux, en fait, qui représentaient la droite irrédentiste, en fait, le parti de ceux qui ont tué Yitzhak Rabin, qui sont en fait des sionistes des colonies, des sionistes religieux, comme Smotrich et Ben Gvir. Et Elie Barnavi, qui s'exprime dans d'autres médias, en vient même à dire qu'ils ont des pulsions génocidaires. Et il parle en fait, de deux camps qui sont devenus irréconciliables. Et c'est pour ça qu'il parle de guerre civile. Alors oui, il faut un peu comprendre le contexte israélo-israélien. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de guerre civile, il ne pense pas tant à Gaza, à Cisjordanie, qu'au mouvement d'opposition qui a été un peu étouffé par le 7 octobre en Israël, face à la volonté de réforme un peu à la Orban, mais peut-être encore plus jusqu'au boutiste de Netanyahou, qui voudrait abolir tout contre-pouvoir et en faire une espèce de régime tout à fait illibéral et à sa botte, en partie aussi pour échapper, je pense, aux poursuites qui seraient lancées contre lui pour différentes raisons. Et d'ailleurs, je crois que j'avais entendu sur France 5 s'exprimer à ce sujet. Elie Barnavi disait, sous forme de boutade, on pensait avoir la Hongrie d'Orban, et en fait, avec les alliés Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir, on risque même d'avoir un régime à l'iranienne. Oui, en fait, c'est presque un portrait en creux que vous faites, Daoud, pardon. Lapsus, Daoud. Oui, c'est bien. Ouais. Il y en a dans la rédaction. C'est un portrait en creux, parce que c'est en fait, vous avez été à la rencontre d'un personnage qui est formidablement romanesque. C'est presque un héros de roman qui a traversé le siècle. Et on a l'impression que c'est un homme qui est à la fois extrêmement lucide et précis, qui nous parle du présent et de l'avenir, mais qui, je crois, par ses origines, on dit qu'il y a finalement les séfarades de droite actuelle et les Ashkénazes, ou les Ashkénazes de gauche de la vieille Europe. Et c'est un homme qui a l'air pétri aussi de nostalgie, une nostalgie profonde. Oui et non. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a une forme de nostalgie. En même temps, pour différentes raisons, ses parents... il y a un rapport très complexe à ses parents. Il ne peut pas vraiment... Disons qu'il s'il y a peut-être
il est peut-être nostalgique d'un certain processus de paix, même s'il envoie les apories, les impasses, le fait que c'était une côte mal taillée, mais le fait qu'il y ait quand même eu un minimum d'espoir et de dialogue avec ce qui était l'autorité palestinienne à l'époque. Et c'est aussi quelqu'un qui a ami Jacques Julliard, qui est aussi nostalgique en ce sens de la République des lettres, une certaine idée de l'Europe, de la vieille Europe, de la civilisation européenne, qui est anti-wokiste, qui représente une gauche social-démocrate. Républicaine même. Oui, républicaine. Alors, avec tout le... Oui, dans le contexte français, on peut dire ça comme ça, oui. Et en même temps, ce qui est aussi un courant... aujourd'hui marginalisé en France, il faut bien le dire, parce qu'on est passé de grandes figures intellectuelles, aussi critiquables soient-elles, à Raphaël Glucksmann et au reliquat de la social-démocratie. Est-ce que ce qui est arrivé à la gauche israélienne, c'est pas ce qui est arrivé à la gauche François à la gauche en général, et à la gauche française. Et Libarnavi, c'est encore plus vrai à l'époque en Israël. Je rebondis, c'est difficile d'ajouter des précisions à l'entretien que vous avez recueilli, qui est royal, quoi. Enfin, et puis vous maîtrisez le sujet superbement. Moi, je rebondis simplement sur le titre qu'on a choisi en une. Hein. Le titre qu'on a choisi en une, c'est nous sommes face à un risque de guerre civile, hein. Donc de confrontation des travaillistes, en gros des laïcs et des religieux, à ceci près que les laïcs sont désormais numériquement marginaux, donc la guerre civile, ça risque de l'éloigner. Ça étant dit, comme vous citiez Philippe Prott, et que la Pléiade est en train de rééditer son œuvre en ce moment, dont pour moi un de ses chefs-d'œuvre absolus, c'est l'opération Shylock. Oui. Rappelons à nos auditeurs et téléspectateurs que Shylock, c'est la malédiction juive depuis 4 siècles, c'est le marchand de Venise, donc c'est l'usurier en réalité. Et Philippe Roth invente je trouve un double génial, vous l'avez peut-être en tête, l'antisionisme qu'il appelle le diasporisme, le retour parce qu'il y aura une guerre civile en Israël, en tout cas une guerre israélo-arabe. Il y aura un deuxième holocauste pour les Juifs à Jérusalem. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, le roman de Philippe Roth, qui est génial, vraiment génial. Et son usurpateur essaye de concevoir un antisionisme qui est le retour en Europe des Ashkénazes, qui est la vraie patrie des Juifs, la vraie patrie des Juifs, des Yiddish, des Ashkénazes, c'est l'Europe. Voilà, enfin bon, c'était pour une petite anecdote sur cet entretien qui est vraiment magistral. Parce que ce qui est assez incroyable quand vous parliez, effectivement, François a raison, on peut faire la comparaison avec la social-démocratie européenne qui a un peu disparu. Chez eux, c'est quand même les créateurs du pays qui est la social-démocratie, qui est ce qu'on appelle les sionistes de gauche, ont quasiment disparu. Électoralement, ils ne représentent quasiment plus rien. Oui, en plus, c'est un système politique très dynamique, contrairement au nôtre, où en fait, vous pouvez créer un parti du jour au lendemain, où il y a des dynamiques très rapides. Donc oui, absolument. Il faut dire que le parallèle que je ferais, c'est peut-être avec le Parti radical de la Troisième République. C'est-à-dire que leur programme, en fait, a été largement réalisé pendant les 30 premières années de l'État d'Israël, à tel point qu'il y a eu une grande alternance à la fin des années 70 avec Begin, qui était le révisionniste, le sionisme de droite nationaliste à la Jabotinsky, qui donnera plus tard Netanyahou. Et oui, effectivement, le parti travailliste n'a plus grand-chose à dire, d'autant qu'il s'est enlisé dans le processus de paix. Ils sont embourgeoisés. Il a soutenu la colonisation, donc il est largement responsable de ce qui se passe. Il s'est embourgeoisé, et puis ça nous renvoie à l'éternel clivage entre Anywhere et Somewhere. Et Barnavi, de manière tout à fait honnête, explique mais qu'est-ce qu'un bourgeois intellectuel comme moi de Tel Aviv a à dire à une espèce de prolo, il dit ça sans aucun mépris, aux classes moyennes paupérisées qui votent très à droite de l'intérieur du pays. Voilà, il y a plus grand-chose qui nous rassemble en fait. C'est une espèce de grille de lecture, j'ai l'impression qu'il applique également à la Palestine, où en fait les partis politiques, y compris de gauche, ont privilégié l'aspect religieux du Hamas au détriment de l'OLP, qui était une vieille structure politique laïque, parfois francophone, parfois pas du tout musulmane. Donc on a l'impression que ce phénomène se répète aussi à côté, quoi. Oui, alors il y a une usure du pouvoir pour ce qui est de l'autorité palestinienne. Il y a aussi une responsabilité dans l'enlisement du processus de paix. Sans vouloir accabler Israël, il y a aussi eu un jeu, notamment de Netanyahou, qui consistait à favoriser le Hamas pour diviser pour mieux régner, qui est 2 Palestines pour pas qu'il y en ait... qui est d'État, en fait. Et effectivement, le djihad islamique, le Hamas, etc., on le vend en poupe. Et là aussi, c'est un phénomène qui est aussi propre au monde arabe. Enfin, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'islamisation depuis 50 ans, mais si on prend l'exemple palestinien, par exemple, en 67, la grande humiliation de la guerre des 6 jours, c'est le nationalisme arabe, avec Nasser qui démissionne, qui est humilié du jour au lendemain.
A contrario, en 73, vous avez la semi-victoire des monarchies du Golfe qui arrive à freiner Israël en utilisant l'arme pétrolière. Et là, c'est vu comme une victoire des religieux. Bon, ça, c'est un peu une lecture à Gilles Kepel. Et à la suite de ça, vous avez eu aussi l'intifada, la première en 87, qui est la naissance du Hamas. La seconde en l'an 2000, le Hamas qui se développe, qui gagne Gaza, etc. Oui, effectivement, aujourd'hui, l'autorité palestinienne, c'est même une objection que je fais à Elie Barneveld en disant, vous voulez les défendre, leur confier la responsabilité, mais elle est moribonde, corrompue, et ce à quoi il répond, oui, mais en politique comme ailleurs, on fait avec ce qu'on a. Bon, en tout cas, voilà, c'est le grand moment du numéro 216. Et c'est notre couverture. Et c'est notre couverture, avec une Jérusalem en flammes. Terrible, terrible. Daoud, vous allez continuer, parce qu'en fait, vous avez énormément bossé cet été pour faire ce numéro, parce que c'est vous qui avez... alors, c'est le hasard qui a fait ça. Vous avez dirigé le dossier énergie, l'écologie ou la puissance, le duel du siècle. Alors l'énergie, tout le monde en parle en ce moment. C'est quoi votre angle? Vous êtes parti sur quelle base au départ? Alors, au départ, on avait envie de parler à la fois d'énergie, de géopolitique, de puissance, en cherchant un angle. Et finalement, on s'est dit, on parle éternellement de décarbonation. Il faut décarboner l'économie, c'est-à-dire que on part du principe que les énergies carbone, c'est-à-dire le gaz, les énergies fossiles carbonées, le gaz, le pétrole, le charbon surtout, ont une responsabilité directe dans le réchauffement climatique. Et on l'a connecté ça à une problématique qui intéresse beaucoup Éléments, qui est la décroissante. Est-ce qu'on peut décarboner vraiment l'économie sans décroître? En fait, c'est la doctrine officielle de l'Union européenne, de la France, etc. C'est de dire qu'il ne faut pas de décroissance, mais on va améliorer notre efficacité énergétique, notre sobriété. On va arriver à décarboner, à être vertueux, à atteindre la neutralité carbone en 2050, qui est l'objectif officiel de l'Union européenne, sans décroître, sans tomber dans la décroissance, puisque voilà, on ne va pas remettre en cause notre modèle de croissance et de développement. Donc à partir de là, on a bâti tout un dossier avec différentes voies, c'est loin d'être univoque. Il y a à la fois des partisans acharnés d'une décroissance assez radicale, comme Nicolas de Groot, des critiques de la décroissance, d'autres analyses qui expliquent quels sont les enjeux, notamment de l'électrification des usages. Et on analyse aussi la mode des énergies renouvelables, où en fait la problématique est de dire c'est bien beau de vouloir sortir des énergies fossiles, de favoriser des énergies renouvelables comme les éoliennes offshore, l'hydraulique, etc. Mais encore faut-il que ces nouveaux modèles énergétiques ne soient pas carbonés. La critique facile, mais absolument fondée, qui va contre l'Allemagne, par exemple, qui est celle de Fabien Bouglet ou de Philippe Charlez, qui débattent dans ce numéro, c'est de dire que depuis que pour différentes raisons idéologiques et politiques, l'Allemagne a abandonné le nucléaire, qui est une énergie très peu carbonée, l'Allemagne a multiplié par 6 ses émissions carbone. Voilà. Et voilà, il y a toute une réflexion à la fois qui nous ramène à des débats sur la puissance européenne, puisque finalement le continent européen veut se poser en parangon de vertu écologique, en étant finalement la seule puissance qui s'assigne d'une espèce d'objectif très bureaucratisé avec un plan où il s'agit de décarboner l'économie à une échéance très proche finalement. Avec aussi des contradictions à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'il y a une guerre de l'Allemagne clairement contre le nucléaire français. Vous évoquez l'Italie aussi? On évoque l'Italie avec Meloni. Alors c'est Lionel Rondouin qui explique que l'Italie, suivant un modèle un peu productiviste à l'ancienne, Meloni a repris la doctrine Mattei, du nom du fondateur de l'EDF italien, l'ENI, en allant chercher du gaz là où il était, c'est-à-dire concrètement en créant une autoroute du gaz vers l'Algérie et le Congo, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups, avoir du gaz assez bon marché et essayer de tarir les flux migratoires à la source. Et on évoque aussi, sous ma plume notamment, la Chine, qui est un peu un cas d'école de la décarbonation. C'est-à-dire que la Chine, qui est quand même une économie ultra carbonée, ultra polluante, au point qu'il y a 20 ans, ça a commencé à poser un problème politique où il y avait nombre et d'ailleurs ça continue en partie, nombre de conflits sociaux, de nuisances dues à la pollution, au réchauffement climatique.
dans une ville comme Pékin, il y a des chiffres qui disent que 70 à 80% des cancers étaient dus à la pollution. C'est la malédiction chinoise, c'est aussi que c'est une économie qui dépend énormément du charbon. Et donc, il y a 20 ans, Hu Jintao, le dirigeant de l'époque, s'est dit il est hors de question qu'on renonce à la puissance et qu'à cause de conflits sociaux, de notre mauvaise note écologique, finalement, on arrête notre ascension et qu'on finisse comme le Japon ou l'URSS. Et donc, ils ont un peu construit une doctrine sur mesure qui est le développement harmonieux, la société harmonieuse. Et donc, aujourd'hui, c'est le leader des énergies renouvelables, des éoliennes. Ils en exportent partout dans le monde. Ils ont créé d'énormes groupes d'éoliennes qui arrosés d'argent public chinois. Mais le paradoxe et l'hypocrisie de tout ça, c'est que leurs énergies dites propres, en fait, elles fonctionnent grâce au charbon, en grande partie. Ce qui fait que dans la même ville, vous pouvez avoir un plan pilote d'éoliennes offshore, etc. Et de manière plus discrète, des mines de charbon. Voilà. C'est tout. Et en même temps, la Chine est un peu l'exemple paradigmatique des limites du capitalisme vert. Ce qui fait dire à Nicolas de Groot, qui a un décroissant assez radical, que finalement, il faut démondialiser à marche forcée, entrer dans une sobriété tout à fait radicale et des circuits courts, vraiment changer radicalement de paradigme. Ce que disait dans l'entretien Fabien Bouclet, c'est qu'il dit lui, il parle d'un suicide économique européen parce qu'il dit le reste du monde ne nous suit pas du tout sur cette voie-là. Oui, il y a une forme de suicide stratégique, notamment par rapport au nucléaire, puisqu'il y a un conflit franco-allemand sur le fait est-ce qu'il faut reconnaître ou non le nucléaire comme énergie propre. Et puis le fait, ce que je disais, de se fixer des objectifs bureaucratiques à très faible échéance, ça ramène à ce que Xavier Aimant dénonce dans un article qu'il a intitulé « Les damnés du CO2 », c'est-à-dire que finalement, il y a des élites tout à fait vertueuses qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne se privent pas de voyager avec des moyens de transport carboné comme l'avion, qui vont finir par taxer le gasoil, en fait. Ça déclenche des crises comme les gilets jaunes. Et finalement, ça me rappelle le petit livre de Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, où il explique que le nouveau critère de la lutte des classes, aujourd'hui, c'est le degré de mobilité. Ouais. Donc aujourd'hui, pour caricaturer un peu le tableau, on a des élites tout à fait mobiles, nomades, écologistes de salon, qui vont surtaxer des gens enracinés, et ce qui donne les gueux, ce qui donne les gilets jaunes. Voilà. Nicolas Quipé. D'ailleurs, les études montrent sur cette question de la mobilité, on reproche, c'était ils fument des clopes et le diesel. Donc le point de départ des gilets jaunes, entre autres, c'est les prix, mais aussi le mépris. En réalité, la mobilité dans les campagnes et dans la ruralité, c'est en semaine. Il y a une hypermobilité citadine le week-end. Donc c'est la gauche kérosène contre la droite diesel. En réalité, on retombe sur... Moi, ce qui me frappe dans votre dossier, Daoud, et je le raccroche à quelque chose d'autre dans Éléments, c'est qu'on a fait un papier sur la leçon inaugurale de Peter Sloterdijk. Alors, on me pardonne la prononciation de Thomas Hentier. Il y a une chaire sur l'invention de l'Europe récente au Collège de France. Donc le Collège de France, c'est l'institution des institutions universitaires, non, parce que ça relève pas de l'université fondamentalement, mais du savoir. En tout cas, c'est les pairs qui choisissent les pairs. Et il a été choisi en 2023-2024 pour étraîner ce cours sur l'invention de l'Europe. Et la leçon inaugurale est consacrée précisément à l'Europe et pose les dilemmes, les enjeux de la puissance et de la décroissance. Moi, je crois qu'à titre individuel, on peut défendre la décroissance. C'est ma position. Dans Éléments, j'ai même fait beaucoup de papiers, de plaidoyer en faveur de la décroissance, mais c'est à titre individuel. J'ai pris l'habitude de dire que je suis décroissant comme j'aurais été stoïcien au XIIe ou XIIIe siècle. Comme Marc Aurèle. Marc Aurèle, quand on lit les pensées de Marc Aurèle, oui, c'est un décroissant, Marc Aurèle, en réalité. Pour autant, il est empereur de la première puissance mondiale. Donc on peut pas faire l'économie, ce que fait Nicolas de Groot dans notre dossier sur la décroissance ou la mort. Il fait l'économie précisément de ces enjeux de puissance. Or, Sloterdijk, c'est le sujet de Sloterdijk dans sa notion inaugurale, qu'il a appelé l'Europe, le continent sans qualité. Alors, pour rappeler le sans qualité, pourquoi ? Parce que c'est en écho à un grand roman, un immense roman inachevé de Musil, qui s'appelle L'homme sans qualité, qui annonce les temps modernes, donc la sortie de l'élitisme, les machines à fabriquer égalitaires, et il montre que à force de vertu,
L'Europe est un continent géopolitiquement coupable. Il a sortir de l'histoire. Mais il a quand même le génie des formules Sloterdijk. Moi, franchement, quand je le lis, c'est le même plaisir que un mélange de Montaigne et de Philippe Muret. Je m'explique. Montaigne pense à cheval. Lui, c'est un fou de France. Il parle très bien français. Amoureux du Tour de France. Il a fait le Mont Ventoux à plusieurs reprises. Lui, il pense à vélo presque, si je puis dire, sans faire des formules. Mais comme Montaigne pense à cheval, lui pense à vélo. Il a un génie de la formule. Il dit de nous, Européens, que nous sommes un continent posthume. La formule est géniale, ouvre des perspectives quasi nietzschéennes. Donc moi je raccroche, je me suis interrogé, sachez Daoud, s'il fallait pas mettre le papier de Thomas Hentier, donc consacré à Sloterdijk, dans le dossier, parce qu'il éclaire la face cachée de l'Europe. La face cachée de l'Europe, c'est qu'au nom de la vertu, l'Europe renonce aux dynamiques de l'histoire, consent à sortir de l'histoire et est dépassée, c'était l'objection de Patrick Luzinski, est dépassée par les États-civilisations qui nous regardent comme... toutes les cases sont fausses en termes migratoires, en termes énergétiques, en termes économiques avec les négociations avec l'Amérique. Toutes nos cases sont fausses. D'ailleurs, Thomas l'écrit très bien, c'est l'Europe du dernier homme. Ouais, c'est pour écho à Nietzsche. Oui. Et peut-être que c'est nous le laboratoire du dernier homme. C'est possible. On termine rapidement, il nous reste une poignée de secondes. Christophe, c'était à vous, un petit hommage à Ardisson. Oui, c'est un faux hommage à Ardisson, où je peux être un peu sévère. Non, mais c'est... Non, vous avez été bien. C'est une espèce de diaporama nostalgie, parce que ça a été un grand... On peut dire, espèce de marquis, faux accoucheur, vrai curé, faux flic, ce que vous voulez, beaucoup de frimes, mais c'est quelqu'un qui a senti l'époque en permanence et qui a donné la parole à beaucoup de gens. J'ai en mémoire, par exemple, des gens qui ont pu être... On a pu voir sur ces émissions, les noms m'échappent, ça peut être longtemps en boîte de nuit, il y avait lunettes noires pour Nuit Blanche, des choses comme ça. Il a pu recevoir des gens comme Jean Cau, comme Jean Raspail. Il donnait la parole à beaucoup de monde. C'était quelqu'un qui, comme disait, il avait des idées, un sens de la formule, un sens de l'image. Bon, écoutez, il a eu une forme d'originalité, si on veut, même de courage parfois. Une plume, pas si mal. Il a fait un roman ou deux, je crois, Rive droite, qui est intéressant un peu sur une espèce de pas à la Kerouac, mais un peu gonzo roman. Écoutez, c'est un personnage qui a disparu, mort d'une maladie symbolique, le cancer du foie, le foie qui est à la fois un grand filtre et voilà. Donc écoutez, voilà. Découvrez ça, c'est fausse récréation, si on peut dire. Bon ben voilà, nous on se retrouve le mois prochain pour cette année-là, et en tout cas là, en ce moment, c'est ce numéro que vous allez pouvoir déguster en kiosque. Merci à vous.